Avez-vous déjà songé à la raison pour laquelle toute l'histoire mondiale qu'on nous enseigne à l'école devient étonnamment claire et détaillée précisément au début du 19e siècle? On nous dit que l'humanité s'est développée de manière linéaire, passant en douceur de la torche à l'électricité, de la charrette au train à vapeur. Mais il suffit de prendre une calculatrice et de confronter les données démographiques officielles pour que cette image cohérente s'effondre en poussière. On nous a trompés pendant des siècles. Et le plus grand mensonge ne se cache pas dans les profondeurs de l'Antiquité, mais littéralement sous notre nez, à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. Posons une question simple, mais gênante. Pourquoi, précisément au début du XIXe siècle, pratiquement toutes les grandes puissances mondiales, comme sur ordre d'un centre unique, se sont-elles lancées dans des recensements totaux de la population? La science officielle marmonne quelque chose d'inintelligible sur la nécessité de lever des impôts et de recruter des soldats. On nous dit que les rois et les empereurs se sont soudain souciés de la statistique. Mais regardons les faits d'un œil sobre. Année 1801. La France, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique commencent pratiquement de manière synchrone les premiers recensements nationaux de leur histoire. En Russie, à la même époque, ont lieu les soi-disant révisions qui deviennent de plus en plus strictes et minutieuses. Croyez-vous vraiment à de tels hasards? Dans un monde où, selon les manuels, il n'y avait ni Internet, ni communication instantanée, ni centre de coordination unique, les dirigeants de différents pays décident soudainement de recompter simultanément leurs sujets. Ou peut-être vaut-il mieux dire, les survivants. Regardez la figure de Napoléon Bonaparte sous un autre angle. Rejetez le voile romantique du grand capitaine et conquérant. Considérez ses actions comme celles d'un gestionnaire de crise, ou si vous préférez, du principal auditeur de l'Europe. Son armée, cette machine géante, se déplaçait sur le continent, mais quel était sa véritable objectif? La conquête de territoire? Ou l'inventaire de ce qui restait après un certain événement global sur lequel les historiens préfèrent se taire? Les bizarreries commencent lorsque nous analysons la logistique des guerres napoléoniennes. Une armée de centaines de milliers d'hommes se déplace sur des routes qui, d'après l'état de l'infrastructure de l'époque, n'auraient simplement pas dû exister dans une telle qualité. Ils transportent avec eux des tonnes de provisions, des canons, des munitions. Mais où vont-ils? Ils se dirigent vers des villes qui, sur les gravures et tableaux de l'époque, paraissent majestueuses, mais suspectement désertes. Rappelez-vous la célèbre campagne de Moscou en 1812. La version officielle affirme que Koutouzov a abandonné la ville pour préserver son armée, et que Napoléon est entré dans une capitale vide. Mais pourquoi était-elle vide? On nous dit que les habitants sont partis. Tous les 200 000 et plus personnes? En un instant? À pied, avec leurs affaires, les vieillards et les enfants? Tout logisticien vous dira qu'une telle évacuation dans les conditions de l'époque, c'est un cauchemar logistique impossible à réaliser sans victimes gigantesques et chaos. Et si la ville était déjà vide avant l'arrivée des troupes russes et françaises? Et si Napoléon ne marchait pas pour conquérir une capitale florissante, mais pour inventorier l'état des biens survivants dans une ville morte? Ici, nous approchons du principale contradiction du XIXe siècle. C'est le paradoxe de Thomas Malthus. C'est précisément à cette époque, à la charnière des siècles, que ce savant anglais publie sa théorie selon laquelle la population croît en progression géométrique, tandis que les ressources croissent en progression arithmétique. Il criait au surpeuplement. Mais regardez l'architecture et les plans urbains de cette époque. Les plus larges boulevards, conçus pour des flux de machines qui n'avaient pas encore été inventés. Des places gigantesques, d'immenses embrasures de portes, des plafonds hauts. Tout cela était construit avec une ampleur calculée pour des géants, ou pour un nombre immense de personnes. Mais sur les tableaux de ces années-là, nous ne voyons que de rares groupes de miséreux qui se blottissent sur fond de ruines cyclopéennes ou de bâtiments majestueux qu'ils n'auraient clairement pas pu construire. Pourquoi Malthus avait-il besoin d'inventer le surpeuplement dans un monde qui semblait à moitié éteint?
La réponse est simple et terrifiante. C'était un voile informationnel. Une grenade fumigène destinée à cacher la chute catastrophique de la population humaine. Les autorités devaient expliquer pourquoi les villes restaient à moitié vides et l'infrastructure se dégradait. Ils ont renversé la situation sans dessus-dessous. Au lieu d'admettre que l'humanité était au bord de l'extinction, ils ont affirmé qu'il y en avait trop. C'est un procédé classique de manipulation. Accuse la victime de ce qui n'existe pas pour cacher ce qui existe vraiment. Revenons au recensement. En Russie, ce processus s'appelait les comptes de révision. Le nom lui-même sonne comme une moquerie. Des comptes. Pas des rapports, pas des registres, mais des comptes. Nicolas Gogol, dans son œuvre « Âme morte », n'a pas choisi ce thème par hasard. Les écrivains de cette époque travaillaient souvent comme des initiés, codant la vérité dans des images artistiques. Tchitchikov achète des paysans morts qui sont encore recensés comme vivants dans les documents. Pourquoi? Officiellement, pour une escroquerie avec le conseil de tutelle. Mais si on creuse plus profond, c'est une illustration parfaite de ce qui se passait avec la démographie. Les listes étaient une fiction. Les autorités devaient créer l'apparence d'une population sur les territoires. Les immenses espaces de l'Eurasie et de l'Amérique sur les cartes du XVIIIe siècle regorgent de noms de villes. Tartarie, Grande-Perme, ville en Sibérie et sur l'Extrême-Orient. Et sur les cartes du milieu du XIXe siècle, ces endroits se transforment en taches blanches ou en désert. Où ont disparu les villes? Où sont passés les millions de personnes qui les peuplaient? Le recensement du XIXe siècle n'était pas simplement un comptage de têtes. C'était une opération de légalisation des nouveaux colons sur d'anciennes ruines. Imaginez la situation. Vous arrivez dans une immense maison vide, où la vaisselle est encore sur les tables, et des vêtements pendent dans les armoires, mais il n'y a plus de propriétaire. Vous occupez cette maison, et la première chose que vous faites, c'est un inventaire. Vous recensez les chaises, les cuillères, les tableaux. Et bien sûr, vous recensez ceux des rares survivants qui se cachent par hasard dans la cave. Voilà à quoi s'occupaient en réalité les monarques d'Europe et les présidents d'Amérique au début du XIXe siècle. Ils se partageaient l'héritage d'une civilisation disparue. Regardez les statistiques de croissance de la population. On nous dit qu'au XIXe siècle a eu lieu un boom démographique. Par soi-disant amélioration de la médecine, de l'hygiène, de la nutrition. C'est un mensonge. Il n'y avait pas d'antibiotiques. La chirurgie était au niveau de la torture. Les épidémies de choléra et de typhus fauchaient des provinces entières. La mortalité infantile était monstrueuse. D'où est venue cette croissance explosive? Les mathématiques sont une science têtue. Il est biologiquement impossible de doubler la population en un court laps de temps sans apport externe de ressources. Sauf si les chiffres avant le recensement n'avaient pas été artificiellement minimisés. Ou bien, au contraire, si de nouveaux humains n'étaient pas apparus en quantité massive, déjà adultes. Nous voyons des documents étranges sur la réinstallation de paysans, sur la colonisation de terres vides. En Sibérie, en Amérique, en Australie, des milliers de personnes sont envoyées. Mais qui sont-ils? D'où sont-ils venus dans une Europe surpeuplée, si l'Europe elle-même était pleine de ruines? L'histoire officielle nous parle de servage, d'esclavage. Mais regardez les photographies du milieu du XIXe siècle. Les visages de ces gens. Ils sont désemparés. Ils sont vêtus d'habits qui ont souvent l'air d'avoir été pris sur l'épaule d'un autre. Ils se tiennent devant des bâtiments à maçonnerie de briques incroyables, à fenêtres en arc, à moulures qu'il est impossible de reproduire aujourd'hui sans imprimante 3D et machine à commande numérique. Et ces gens utilisent ces palais comme granges, comme écuries. Les constructeurs de grandes constructions traiteraient-ils leurs œuvres avec un tel barbarisme? Non. Les barbares étaient ceux qui sont venus sur du prêt-à-porter. Ceux que recensaient les fonctionnaires napoléoniens et les scribes tsaristes. Nous sommes les descendants non pas des bâtisseurs, mais de ceux qui ont occupé ces ruines.
Et la tâche du recensement était unique: consolider le droit de propriété des nouvelles élites sur les restes de l'ancien monde. Mais pour comprendre l'ampleur de cette falsification, nous devons examiner de plus près les objets mêmes qui entouraient ces gens. Nous sommes confrontés à un phénomène que les historiens préfèrent appeler humanisme du XIXe siècle, mais qui, à un examen détaillé, ressemble à la création d'un gigantesque système carcéral. Il s'agit de la construction massive et explosive d'asiles psychiatriques à travers le monde entier. Aux États-Unis d'Amérique et en Europe, à partir des années 1840, commencent à pousser comme des champignons après la pluie les soi-disant bâtiments du plan Kirkbride. Ce ne sont pas de simples hôpitaux. Ce sont des châteaux gothiques colossaux en briques rouges et en pierre, surpassant par leur dimension et leur grandeur architecturale de nombreux palais royaux. Regardez l'hôpital d'État de Denver ou l'asile de Buffalo. Ce sont des chefs-d'œuvre architecturaux, avec des tours, des flèches, un système de ventilation des plus complexes et d'immenses zones parquées. On nous dit que l'État a soudain décidé de dépenser des budgets astronomiques pour entretenir les aliénés mentaux. Sérieusement? À une époque où, selon la version officielle, le travail des enfants était la norme et où les ouvriers des usines mouraient à 30 ans d'épuisement, le gouvernement construit des palais pour les fous. C'est ici que se cache la terrible secret du recensement. Le recensement repérait non seulement les survivants physiques, mais aussi les mentalement sains. Après la catastrophe globale, dont la nature nous reste encore obscure, les survivants se trouvaient dans un état de stress post-traumatique des plus graves. Beaucoup ont simplement perdu la raison face à l'horreur vue ou sous l'effet d'une arme inconnue. Ces complexes gigantesques que nous appelons aujourd'hui hôpitaux psychiatriques étaient initialement soit des sanatoriums pour la réhabilitation de l'élite du monde passé, soit, ce qui est plus probable, des isolateurs pour ceux qui se souvenaient trop. Ceux qui refusaient d'accepter la nouvelle réalité et la nouvelle histoire inventée étaient déclarés fous et enfermés dans ces châteaux. Les statistiques de ces années effraient. Le nombre d'aliénés officiellement enregistrés au milieu du XIXe siècle croît en progression géométrique. Ce ne sont pas des maladies du cerveau, c'est une purge des témoins. Maintenant, tournons notre attention sur un autre instrument bureaucratique introduit par Napoléon, que tous les monarques ont ensuite copié. C'est le système des passeports et le soi-disant livret, le carnet de travail. Avant le début du XIXe siècle, les gens se déplaçaient dans le monde relativement librement. Les frontières étaient une convention. Mais c'est précisément Bonaparte qui introduit l'attachement rigide de l'homme au papier. Sans livret, un ouvrier français ne pouvait pas trouver du travail, ne pouvait pas déménager dans une autre ville, ne pouvait pas acheter de la nourriture. Il devenait un paria. C'était la première dictature numérique dans l'histoire, plus précisément papier. Pourquoi en avait-on besoin précisément à ce moment-là? Parce que la population était chaotiquement mélangée. Les gens erraient sur les terres dépeuplées à la recherche de nourriture et d'abri. Les autorités devaient arrêter ce mouvement brownien. Il leur fallait attacher les nouveaux esclaves à des usines et des villes spécifiques qui avaient survécu. Le recensement était un acte d'asservissement. On vous a compté, on vous a donné un numéro, on vous a assigné un lieu. Quiconque n'avait pas de document devenait automatiquement un criminel. C'est ainsi qu'était créé le système de contrôle dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Un autre fait que les manuels ignorent, c'est le phénomène des expositions universelles. La première grande exposition à Londres en 1851. Spécialement pour elle, on construit le Crystal Palace, un bâtiment en verre et en métal de dimensions incroyables. On nous dit qu'il a été érigé en seulement quelques mois par les forces du jardinier Joseph Paxton. Avez-vous vu les plans de cette structure? C'est une construction ingénieriale des plus complexes, nécessitant la production de verre en feuilles à l'échelle industrielle, qui n'existait officiellement pas à l'époque. Mais le principal n'est pas comment il construisait, mais ce qu'il montrait.
Les expositions universelles du XIXe siècle n'étaient pas des foires d'avancée. C'étaient des centres de programmation de la population. On y amenait des millions de personnes pour leur montrer la bonne image du monde. On leur montrait des machines à vapeur comme le sommet du progrès, alors qu'à côté se dressaient des bâtiments impossibles à construire avec ces machines. On leur montrait des sauvages en cage pour inculquer à l'Européen un sentiment de supériorité et l'idée d'évolution. C'est précisément sur ces expositions qu'on introduisait de nouvelles technologies, les présentant comme des inventions récentes. Mais il y a une version selon laquelle le Crystal Palace et des structures similaires à Paris, Chicago, San Francisco n'ont pas été construites pour les expositions. On les déterrait ou on les restaurait. C'étaient des serres ou des dômes climatiques d'une civilisation passée. Et pour cacher leur véritable destination, on les transformait en pavillons temporaires. Et ensuite, en règle générale, on les accidentellement incendiait. L'incendie du Crystal Palace, les incendies lors des expositions à Chicago et Saint-Louis, c'étaient des effacements de traces. Dès que l'objet remplissait sa fonction d'endoctrinement de la foule, on le détruisait pour que les ingénieurs ne puissent pas étudier les constructions trop en détail. Regardez les cimetières. Cela peut sembler effrayant, mais c'est précisément là que se trouve une autre clé. Au début et au milieu du XIXe siècle apparaissent des monuments funéraires étranges. Colonnes tronquées, torches renversées, urnes sous un linceul. Étudiez la symbolique. La colonne tronquée, ce n'est pas simplement « la vie s'est arrêtée ». Dans la symbolique maçonnique et celle des sociétés secrètes, c'est le signe du temple détruit, le signe d'une civilisation périse. L'apparition massive de tels monuments précisément à cette période parle d'un deuil d'une autre échelle. Les gens ne pleuraient pas simplement leurs proches, ils pleuraient un monde perdu. Et les dates de décès sur ces cimetières sont souvent regroupées autour d'étranges nœuds temporels qui ne coïncident pas avec les épidémies officielles. Et qu'en était-il de la langue ? Au XIXe siècle se déroule une réforme totale des langues dans toute l'Europe et en Russie. Les dictionnaires sont réécrits, de nouvelles normes grammaticales sont introduites. Pourquoi ? Pour rompre le lien entre les générations. Si vous changez la langue, les enfants ne peuvent plus lire les livres de leur grand-père. En Russie, les réformes orthographiques, le remplacement de l'azbouka par l'alphabet, c'est une amputation de sens. En Allemagne, les frères Grimm ne collectaient pas simplement des contes. Ils créaient une langue allemande unifiée, en détruisant les dialectes dans lesquels pouvait se conserver la mémoire de l'ancien ordre européen. Napoléon imposait la langue administrative française en anéantissant les dialectes locaux en Italie et en Allemagne. C'était une purge linguistique. Le recensement de la population incluait aussi un recensement linguistique. Ceux qui parlaient les anciennes langues étaient rééduqués ou isolés. Et encore un détail qui donne la chair de poule. La mode. Regardez les modes du XVIIIe et du XIXe siècle. Au XVIIIe siècle, soie, bas, perruque, inconfort. Et soudain, au début du XIXe, un passage brusque à l'utilitarisme. Les hommes enfilent des fracs sombres ressemblant à des uniformes. Les femmes, robes en style empire qui rappellent suspectement des camisoles de nuit ou une simple tunique antique. Pourquoi ce changement de style si abrupt ? Parce que l'industrie textile du type ancien avait disparu. Les gens ont dû user ce qui restait en stock ou coudre avec des tissus simples et grossiers. Les hauts de forme que portaient tous, du ramoneur à l'aristocrate, ce n'était pas simplement d'un mode. C'était peut-être un élément de protection de la tête ou un marqueur de statut de citoyen du nouveau système. Toute la culture du XIXe siècle, c'est une culture de cargo culte. Nous immiscions ce que nous voyons autour de nous, mais nous ne comprenions pas l'essence. Nous construisions des bâtiments à colonnes parce que c'était comme avant, mais nous les faisions en briques et stuc,
alors que les originaux étaient en pierre monolithique. Nous copions les formes, en perdant le contenu. Et le recensement était un acte d'enregistrement des membres de cette nouvelle société d'imitateurs. 1816. Retenez cette date. Dans l'histoire officielle, elle est connue comme l'année sans été. On nous raconte une touchante histoire sur l'éruption du volcan Tambora en Indonésie, dont les cendres auraient soi-disant recouvert le soleil sur toute la planète, provoquant des gels en juillet et des mauvaises récoltes. Mais si on superpose les cartes des anomalies thermiques et les itinéraires de déplacement des soi-disant armées de cette époque, se révèle une toute autre image, terrifiante. Ce n'était pas un phénomène naturel. C'était un hiver nucléaire où les conséquences de l'emploi d'une arme climatique d'une puissance incroyable, dont les traces nous prenons encore aujourd'hui pour de l'érosion des sols et d'étranges ravins. Et c'est précisément à ce moment, quand le ciel était noir et la terre stérile, que commence le plus étrange paradoxe démographique de l'histoire de l'humanité. Dans des conditions de famine, de froid et de destruction totale, la population n'éteint pas, comme elle aurait dû le faire selon les lois de la biologie. Elle commence à croître. Et à croître non pas grâce à une natalité naturelle dans les familles, mais grâce à l'apparition de masses énormes d'enfants sans parents. Nous entrons sur le territoire d'un des secrets les plus sombres du XIXe siècle, le secret des maisons d'éducation. Oubliez les orphelins dits anciens. Il s'agit d'échelles industrielles. À Moscou, Saint-Pétersbourg, Londres, Paris, on construit des complexes cyclopéens qui sont officiellement appelés asiles. L'Imperial Foundling Home à Moscou, c'est un bâtiment comparable en taille au Kremlin. Croyez-vous vraiment que l'État construisait des palais pour des enfants trouvés? Les statistiques de ces années effraient. Certaines années, jusqu'à la moitié de tous les enfants nés dans les grandes villes se retrouvaient dans ces maisons. D'où venaient-ils? La version officielle affirme que les paysans et les pauvres abandonnaient massivement leurs enfants par pauvreté. Mais les documents montrent une chose étrange. Ces enfants n'avaient pas seulement pas de nom de famille, mais aussi pas de mémoire génétique du passé. On les éduquait à partir de zéro, selon des standards uniformes, en créant des soldats, des ouvriers et des serviteurs idéaux du nouveau système. Il existe une théorie terrifiante, corroborée par des données indirectes sur les livraisons d'équipements spéciaux dans ces maisons. Ce n'étaient pas des asiles, c'étaient des incubateurs ou des centres de distribution de matériel génétique qui avaient été décongelés après la catastrophe. Napoléon et Alexandre Ier ne comptaient pas simplement les gens, ils pratiquaient une sélection. Il leur fallait de nouveaux humains, ne se souvenant pas de l'ancien monde, ignorant ce qu'était l'énergie libre et prêts à travailler pour de la nourriture et une idée. Ces enfants trouvés sont devenus la base des nations du XIXe siècle. Nous sommes tous les descendants de ces Ivanes, sans souvenir de leur limier. C'est pourquoi dans nos arbres généalogiques, il est rare de trouver des ancêtres plus loin que le milieu du XIXe siècle. Là, un trou noir. Là, un incubateur. Maintenant, regardons le côté juridique de la question. Le Code Napoléon. On le vante comme le sommet de la pensée juridique, ayant accordé des droits civils. Mais si on le lit attentivement, comme un manuel d'exploitation de biens saisis, le sens change. Le Code introduisait une notion rigide de propriété privée et, ce qui est le plus important, la procédure de reconnaissance d'un bien comme sans maître. C'était un instrument de légalisation du pillage à l'échelle planétaire. Tout le XIXe siècle, ce sont des procès judiciaires interminables pour des héritages. Apparaissent des imposteurs, de faux héritiers, des archives se perdent. Pourquoi? Parce que les vrais propriétaires de manoirs, d'usines et de terres avaient disparu. La nouvelle élite, ceux-là même qui menaient le recensement, occupaient simplement les palais vides. Il leur fallait une loi pour consolider ce droit pour eux-mêmes. Le recensement de la population était un acte d'inventaire du bétail vivant qui était attaché à l'immobilier. Le servage en Russie et l'esclavage aux États-Unis ont été abolis presque simultanément
dans les années 60 du 19e siècle. Pensez-vous que c'était de l'humanisme? Non. C'était un changement de forme de propriété. Les esclaves ont été transférés au statut de locataires pour les obliger à payer pour l'utilisation d'une infrastructure qu'ils n'avaient pas construite. Faites attention aux technologies qui sont inventées à cette époque. La photographie. Le daguerréotype. On nous dit que Louis Daguerre et Joseph Niepce l'ont inventé en expérimentant avec des produits chimiques. Mais regardez les premières photos des années 1830 et 1840. La qualité, la résolution, la détaillisation, elles sont hors normes. On y voit des briques à des kilomètres de distance. Les appareils photo numériques modernes ne s'en sont approchés que récemment. Et sur ces photos, des villes vides. Paris, Pétersbourg, Rome, sans gens. Les historiens mentent sur la longue exposition, à cause de laquelle les gens en mouvement ne se seraient soi-disant pas imprimés. Mais où sont les chevaux? Où sont les charrettes? Où sont les étals de marché? Où est la fumée des cheminées? Les villes se dressent mortes. Les fenêtres sont brisées ou barricadées. La végétation perce à travers le pavé. Ce n'est pas une prise de vue matinale. C'est une documentation post-apocalyptique. La photographie n'a pas été inventée. Cette technologie a été trouvée et utilisée pour un rapport au commanditaire de la réinitialisation. Il fallait fixer l'état des objets avant le peuplement par une nouvelle fournée de biorobots. Et qu'en est-il de l'éclairage? Les réverbères à gaz qui, soi-disant, illuminaient les villes du 19e siècle? Avez-vous vu les schémas des réseaux de gazoducs de ces années? C'est un réseau ingéniérial des plus complexes, nécessitant l'étanchéité, la pression, des stations de compression. Dans des conditions où l'adduction d'eau était en bois, oui, à Londres et New York, on déterre des tuyaux en bois. Créer un réseau de gaz étanche est impossible. Donc, soit ce n'était pas un système à gaz, mais quelque chose d'autre, fonctionnant sur un autre principe, par exemple l'électricité atmosphérique, soit les villes étaient déjà équipées de ce réseau bien avant l'arrivée des gaziers. On nous parle de bougies et de luchines. Mais les lustres dans les palais et les théâtres pèsent des tonnes. Les descendre et les remonter chaque jour pour allumer des centaines de bougies, c'est absurde. La structure de nombreux lustres ne prévoit même pas de mécanisme de descente. Ils sont fixés solidement. Comment les entretenait-on? La réponse est simple. Il n'était pas nécessaire de les entretenir si souvent. Ils s'illuminaient autrement. Peut-être utilisait-on des lampes à lumière froide, des technologies au mercure ou éthériques, qui ont ensuite été retirées et remplacées par des bougies primitives et du kérosène, pour cacher la vérité. Revenons aux feuilles de recensement. Elles contiennent souvent des rubriques étranges. Confession religieuse, état social, c'est compréhensible. Mais pourquoi, dans certaines formes anciennes, fixait-on les anomalies physiques avec une précision maniaque? Boiterie, présence de doigts surnuméraires. Cela ressemble à un rejet. Après la catastrophe, le fond radiologique ou chimique était élevé. Les mutations étaient la norme. Les puissants devaient séparer les purs des atas. Ceux qui ne passaient pas la sélection étaient envoyés dans ces mêmes maisons jaunes et forteresses étoiles, qui à cette époque étaient déjà devenues des prisons. Au fait, à propos des prisons, le panoptique. L'idée de prison idéale, où un seul gardien peut voir tous les détenus, mais eux ne le voient pas. Jeremy Bentham l'a inventé à la fin du XVIIIe siècle. Mais si on regarde de plus près l'architecture de nombreuses villes, Saint-Pétersbourg, Washington, Paris, elles sont construites selon le principe du panoptique. Système radial de rues convergeant vers des palais ou des places. Ce n'est pas pour la beauté, c'est pour le tir d'artillerie et pour un contrôle total. Les villes étaient restructurées
ou déterrés, comme des camps de régime strict. Les larges boulevards ne servent pas à la promenade, mais au déplacement rapide des unités punitives. Nous vivons dans les décors d'une gigantesque expérience. Ceux qui menaient le recensement savaient, la mémoire humaine est courte. Il suffit de changer 3 générations, de détruire les livres, d'introduire un nouveau système de mesure et de poids, ce que fit la convention métrique dans ce même 19e siècle. Et les gens croiront n'importe quoi. Ils croiront qu'ils ont construit la cathédrale Saint-Isaac au ciseau et au marteau. Croiront qu'ils ont élevé la colonne Alexandre avec des cordes. Croiront que Napoléon a brûlé Moscou, qui était en pierre. Le recensement fut la ligne de démarcation. Avant lui, le chaos et les restes d'une ancienne civilisation hautement développée. Après lui, des rangs ordonnés de contribuables numérotés, convaincus qu'ils descendent du singe et marchent vers un avenir radieux des machines à vapeur. Mais le plus terrible se cache dans les chiffres qui ne concordent pas. Dans ces millions d'âmes qui ont disparu, des rapports entre les révisions et dont les historiens préfèrent ne pas se souvenir. C'était le prix d'entrée dans le Nouveau Monde. Un sacrifice sur le sang duquel est bâtie notre civilisation moderne. Si le recensement de la population fut un inventaire du capital humain après la catastrophe, alors les événements du milieu et de la seconde moitié du XIXe siècle, ce fut un formatage total du disque dur de la planète. Les autorités ne comptaient pas simplement les survivants. Elles détruisaient méthodiquement les traces de ce à quoi ressemblait le monde avant l'événement X. Et l'outil principal de cette purge ne fut pas la guerre, mais le feu et le papier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cette étrange épidémie de grands incendies qui a balayé le monde au XIXe siècle? Cela ressemble à une anomalie statistique. Des villes qui avaient tenu des siècles commencent soudain à brûler entièrement avec une synchronie effrayante. Le grand incendie de New York en 1835, l'incendie de Hambourg en 1842, Pittsburgh en 1845, Chicago en 1871, Boston en 1872. On nous dit construction en bois, lampe à kérosène, une vache à renverser un seau. Mais regardez les photos des ruines après ces incendies. Il n'y a pas de bois. Il y a les carcasses de bâtiments en briques et en pierre, qui ressemblent à celles qui ont subi un coup depuis l'orbite ou une explosion de l'intérieur. La pierre fondait. Le métal se transformait en flaques. La température de combustion d'un incendie domestique ordinaire n'atteint pas de tel niveau. Mais le plus intéressant, ce qui brûlait en premier lieu. Les archives municipales brûlaient. Les bureaux de brevets brûlaient. Les livres fonciers brûlaient. En 1836, le Bureau des brevets des États-Unis brûle. Des milliers de documents sur les technologies du passé sont détruits. En 1834, le palais de Westminster à Londres, l'ancien bâtiment du Parlement, brûle. Le feu détruit les étalons de mesure et de poids, les anciens actes et registres. Ce ne sont pas des hasards. C'est une suppression ciblée du code source de la civilisation. Les nouvelles élites devaient annuler les droits de propriété et les connaissances techniques pour s'approprier l'infrastructure. Le recensement de la population a enregistré les nouveaux propriétaires, tandis que les incendies ont détruit les preuves des droits des anciens. Parallèlement à la destruction des archives, se déroule une révolution technologique silencieuse mais terrifiante dans le domaine de l'information. Jusqu'à la mi-19e siècle, le papier était fabriqué à partir de chiffon, lin et coton. Un tel papier pouvait se conserver pendant des millénaires. Il était solide, presque éternel. Mais précisément à cette période, comme sur ordre, l'industrie mondiale passe à la production de papier à base de cellulose ligneuse avec utilisation d'acide. La durée de vie d'un tel papier, maximum 100 à 150 ans. Il jaunit,
devient friable et se réduit en poussière. C'était un sabotage à l'échelle planétaire. Les autorités ont délibérément transféré toute la paperasse administrative, tous les livres et journaux, sur un support qui s'autodétruirait inévitablement. Il n'était pas nécessaire de brûler les livres à l'avenir. Elles les ont simplement rendus à usage unique. Nous avons perdu un immense pan d'informations sur la véritable histoire du XIXe siècle, simplement parce que les documents se sont désagrégés. C'était une obsolescence programmée de la mémoire. Maintenant, regardons ce dont on nourrissait ces gens recensés. Au début du XIXe siècle, se produit une révolution dans l'industrie alimentaire, qu'on associe au nom de Nicolas Appert et à l'invention des conserves. Napoléon aurait soi-disant offert une récompense à celui qui inventerait un moyen de conserver la nourriture pour l'armée. Mais regardez cela du point de vue post-apocalyptique. Si le sol est contaminé, si le climat est perturbé, rappelez-vous l'année sans été, si l'agriculture est détruite par un déluge ou ensevelie sous l'argile, comment survivre? Seulement sur les réserves. La conservation est devenue une technologie de survie de l'espèce. D'immenses stocks de nourriture, peut-être trouvés dans les entrepôts de la civilisation précédente, devaient être distribués d'une manière ou d'une autre. Ou bien le nouveau pouvoir a mis en place la production d'aliments synthétiques qu'on mettait en bocaux. Rappelez-vous les étranges récits sur de la viande qui ne se gâtait pas pendant des années, ou sur des galettes dures comme la pierre. C'était une ration sèche pour les survivants. C'est précisément pourquoi la boîte de conserve devient le symbole du XIXe siècle. Ce n'est pas un progrès culinaire, c'est un marqueur du fait que la nourriture fraîche n'existait tout simplement pas. Les gens ont été mis à une alimentation artificielle, le temps que la biosphère se régénère. Et maintenant, tournons-nous vers les grandes constructions du siècle. Le canal Erie aux États-Unis, le canal de Suez. On nous dit qu'ils ont été creusés à la main par des immigrants irlandais avec des pelles et des brouettes. La longueur du canal Erie, presque 600 km. Largeur, profondeur, système complexe d'écluses, passages taillés dans la roche. Croyez-vous que cela a été réalisé par d'anciens paysans sans engins lourds en quelques années? Le volume de terre excavée est comparable à celui des méga-projets modernes où opèrent des excavatrices rotatives. Où sont les remblais de terre? Ils n'existent pas. Où sont passés les millions de mètres cubes de roches? La réponse est simple. On n'a pas creusé les canaux. On les a déterrés. C'étaient d'anciennes artères de transport ou des installations techniques, peut-être pour l'évacuation des eaux après le déluge, qui étaient ensablées. Les constructeurs du XIXe siècle se contentaient simplement de dégager les lits. Il en va de même pour les chemins de fer. L'histoire officielle affirme que le réseau ferré a été tissé autour de la planète en un couple de décennies. Des milliers de kilomètres de voies, de remblais, de ponts, de tunnels. Et tout cela à la force des chevaux et avec des excavatrices à vapeur dont il n'y en avait qu'un nombre infime. Regardez les cartes des chemins de fer de Russie ou des États-Unis au milieu du siècle. Elles sont idéales. Des lignes droites traversant marais et montagnes. Il existe une hypothèse selon laquelle les voies ferrées, c'est la restauration du système énergétique du passé. Les rails pouvaient servir non seulement au transport, mais aussi à la transmission d'énergie. C'est pourquoi ils mènent souvent nulle part ou s'arrêtent en des endroits étranges. Et les locomotives à vapeur, ce sont des adapteurs primitifs, placés sur des voies haute technologie. Nous utilisions un super ordinateur pour y clouer des clous. Le recensement de la population était aussi nécessaire pour recruter la main-d'œuvre pour cette gigantesque opération de déblaiement. On parquait les gens dans des armées du travail sous prétexte de construction de routes. Et voilà que nous approchons de l'aspect financier de la grande recensement. L'introduction de l'étalon or. Pourquoi précisément au XIXe siècle, l'or devient-il la mesure unique de valeur? Avant cela,
Existaient des systèmes bimétalliques, l'argent, des émeutes pour le cuivre. Mais soudain, le monde est fermement mis sous la chaîne d'or. L'or, ce n'est pas simplement un métal, c'est un conducteur idéal. En électronique, on l'utilise pour les contacts. Si la civilisation passée utilisait l'or à des fins techniques, par exemple pour recouvrir des coupoles qui fonctionnaient comme récepteurs d'électricité atmosphérique, alors après la catastrophe, les nouveaux maîtres ont retiré ce métal technique de la circulation. Ils l'ont déclaré argent, l'ont collecté auprès de la population, l'ont refondu et caché dans les caves des banques. La ruée vers l'or en Californie, au Klondike, en Sibérie, ce n'était pas l'extraction d'or naturel. C'étaient des opérations de collecte de ferraille, de dispositifs haute technologie, dispersés après la catastrophe. Les gens ne lavaient pas du sable, ils lavaient la couche culturelle, saturée de microcircuits ou de pièces en or. C'est précisément pourquoi les pépites ont souvent des formes étranges, fondues, rappelant des pièces techniques. Les autorités devaient collecter tout l'or pour priver les gens de la possibilité de restaurer les technologies d'énergie libre. Le recensement de la population du XIXe siècle coïncide également de manière étrange avec l'introduction de l'enseignement scolaire obligatoire. Le modèle prussien d'école que le monde entier a copié. Système de classe-leçon, sonnerie, discipline, apprentissage par cœur. Ce n'était pas pour l'instruction, c'était pour la reprogrammation. On arrachait les enfants des familles où pouvaient encore se conserver des légendes, et on les plaçait dans un environnement où on leur chargeait une nouvelle version de la réalité. On leur racontait l'Empire romain, qui peut-être n'existait pas sous la forme dont nous avons l'habitude. On leur inventait les âges sombres, pour cacher un passé radieux récent. Les enseignants étaient des gardiens d'esprit. Le recensement donnait à l'État les adresses de tous les enfants. Éviter l'éducation devenait impossible. C'était la fin de la tradition orale et le début de l'ère du mensonge imprimé. Regardez la géographie de la colonisation. Pourquoi les gens s'installaient-ils dans les plaines inondables des rivières qui étaient régulièrement submergées? Pourquoi construisaient-ils des villes en zone sismique? Parce qu'ils ne choisissaient pas les lieux. Ils occupaient ce qui restait. Ils venaient sur les ruines d'usines qui se dressaient près de l'eau pour refroidir des réacteurs ou des turbines, et en faisaient des logements. Ils ne comprenaient pas la destination de ces installations. Nous voyons des gravures du XIXe siècle, des ruines antiques majestueuses, et parmi elles, grouillent des gens construisant des cabanes en bois, adossées à des colonnes de marbre. C'est le portrait de cette époque. Nous sommes une civilisation de squatteurs. Nous avons occupé une maison étrangère sans demander la permission, et réécrit les plaques sur les portes. Et le recensement fut l'acte d'enregistrement de cette autoprise de possession globale. Ne vous est-il pas semblé étrange que le terme « révolution » soit utilisé si souvent par les historiens précisément pour cette période? Révolution française, révolution industrielle, révolution scientifico-technique. Le mot révolutio, du latin, se traduit par recul, retour, renversement. Ce n'est pas un mouvement en avant, c'est un cycle. Ce qui s'est passé il y a 200 ans fut le lancement d'un nouveau cycle après l'effondrement du précédent. Napoléon, Alexandre Ier, la reine Victoria, tous étaient non pas des gouvernants au sens traditionnel, ils étaient des gestionnaires de crise, nommés pour administrer le territoire après la catastrophe. Leur tâche était simple et cynique. Procéder à l'inventaire des biens survivants, recenser la ressource biologique restante, nous tous, et implémenter un nouveau système d'exploitation de la réalité. La théorie du catastrophisme, que la science officielle rejette, affirme que la Terre subit des rechargements cycliques tous les 2 à 300 ans. Déluge, inversion des pôles, impact plasmique, le mécanisme peut varier, mais le résultat est unique. L'infrastructure est détruite mais partiellement préservée. La population périt,
Les survivants perdent la mémoire. Et arrivent les gardiens qui relancent la civilisation de zéro. Le 19e siècle, c'est le dernier tel rechargement. On nous a allongé l'histoire, inventé le Moyen Âge pour cacher la cyclicité du processus. La chronologie de Scaliger Petavius, c'est un écran de fumée. La grande recensement du 19e siècle n'est pas terminée. Elle se poursuit en ce moment même. Simplement, au lieu de livres papier, ils ont des serveurs, et au lieu de réviseurs, l'intelligence artificielle. Ils nous comptent à nouveau. Ils évaluent à nouveau nos ressources. Et ils nous préparent à nouveau à quelque chose de grandiose, et peut-être d'horrible.